donc j'ai pas été joueur de haut niveau. Je suis originaire de Strasbourg. J'ai joué dans un petit club, je suis originaire de Gries-Oberhofen. Donc moi j'ai joué à Gries, j'ai joué après, j'ai arrêté le basket, j'ai repris plus tard à 18 ans, j'ai repris à très petit niveau, et puis je suis monté jusqu'à pré-région. Mais j'ai vite compris que pour moi, il y avait une opportunité en prenant le parcours de l'entraîneur plutôt que celui de joueur. Donc j'ai passé tous mes diplômes avec Abdel Moussif ici dans la région, et puis après j'ai eu l'opportunité de partir sur le club de l'élan Chalon en JP Elite, qui proposait en fait d'intégrer le centre de formation. Ils ont un centre de formation des entraîneurs avec un statut d'apprenti bien précis. Donc j'ai passé mon diplôme, le DEFB, parce que ça parle à tout le monde, le DEFB, l'ancien BE1. Et après je suis parti vraiment m'exiler dans le sud-ouest à Tarbes, sur un club de ligue féminine où j'ai cumulé les fonctions de responsable de centre de formation, 2 années d'assistant pro, et après je suis revenu ici donc l'année dernière, mais vraiment dans l'idée de souffler, parce que j'étais dans la lessiveuse, et finalement j'ai été contacté et approché par une joueuse pro qui est pas loin d'ici, Pauline Littard, je pense que ça parle, une joueuse de ligue féminine, qui m'a sollicité pour l'entraînement individuel, et puis c'est comme ça que la réflexion est venue, et je me suis engagé aussi l'année dernière sur le projet avec Patrice Koenig qui rentrait en même temps en Alsace, voilà, sur la Nationale 2 masculine. Et là, tout dernièrement, je vais être pour les 2 prochaines saisons le coach des espoirs de la SIG Strasbourg. Donc je vais vous vraiment revenir sur le travail individuel. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. En étant, voilà, je pense qu'il y a différents types de coachs. Il y a des coachs qui aiment gagner. Il y a des coachs vraiment, moi je mets vraiment une catégorie, c'est coach pro. Et aussi il y a l'autre étiquette de vraiment ce coach formateur, développeur. Et là, ça revient, c'est quelque chose qui vient vraiment à la mode. Aujourd'hui, beaucoup en France, mais ça existe depuis très longtemps aux États-Unis. Donc le développement individuel du joueur ou le player development. On va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi en fait il y a des coachs qui sont payés, que ce soit dans des structures en JP Elite ou des gens qui font ce métier-là aux États-Unis en dehors de l'été, pourquoi ils ont du travail, parce que les joueurs les sollicitent pour développer une compétence ou alors vraiment essayer de garder cette compétence. Donc ça c'est très important, une compétence technique. D'accord ? Le joueur, quand il sort de sa saison, il prend quelques vacances, bien entendu, mais le jeune joueur, ça se fait beaucoup, et encore je dis jeune joueur, il y a les joueurs confirmés aux États-Unis, ils prennent des coachs individuels vraiment pour acquérir des compétences sur le plan technique, d'accord ? Voilà, j'ai envie de progresser sur le tir à 3 points, la saison dernière j'ai mal shooté, donc j'engage, je veux travailler tout l'été sur cet aspect-là. Ça c'est vraiment le cœur de la chose. Je pense qu'il y a des prérequis après pour être alors player development. Attention, parce que je pense que tout le monde à son niveau développe des joueurs ou des joueuses. Lorsque je suis dans une équipe senior et que j'ai le coup de fil, au lieu d'être 4 ou au lieu d'être 5, j'en ai que 2, qu'est-ce que je fais? Ma séance elle vole en éclats, je ne peux plus faire de collectif, je ne peux pas faire de 5-5, donc qu'est-ce que je fais? Donc je pense qu'il y a une vraie problématique aussi dans les clubs et quelque chose à développer, que ce soit sur les jeunes, mais aussi sur des niveaux intermédiaires, au championnat de France, région, pré-national, voilà, c'est même nous en National 2, on a l'opportunité de faire du travail individuel, de développer du travail par poste, de séparer les postes de jeu, un groupe en autonomie sur le demi-terrain, un autre groupe travaille avec le coach et après on échange. Donc voilà aussi pourquoi le développement individuel du joueur et le travail individuel du joueur, pour moi, il est possible vraiment à tous les niveaux. Pour parler au niveau des prérequis, pour moi, il est important déjà pour faire ce travail-là d'avoir des prérequis sur le niveau technique. Le niveau technique, ça c'est hyper important.
parce que le joueur il vient pour obtenir des compétences sur le plan technique, donc il faut que vous ayez des gammes, voilà, et des billes sur le plan technique, ça c'est quelque chose d'hyper important. Alors sur le plan technique, moi j'ai essayé de lister durant le confinement, je me suis vraiment penché sur ce sujet, sur le travail individuel, sur essayer vraiment de développer, que ce soit essayer vraiment de développer quelque chose, de l'affiner et de perfectionner pour que ça ait du sens et de créer mon identité. Pour moi, il y a un peu plus de 13 compétences techniques pour le travail individuel. Je vais vous les lister. Alors, je les ai en anglais, hein. Pardonnez-moi si mon anglais n'est pas bon. Okay. Ball handling, donc tout ce qui est le travail de dextérité, d'aisance avec la balle. Pour moi, je parle sur les catégories seniors. Il y a bien sûr le travail du pick and roll, des écrans porteurs. Et là, sur les écrans porteurs, on détecte celui qui joue, d'accord, autour de l'écran et le poseur d'écran. Il y a deux choses qui sont vraiment bien différentes. Pour moi, il y a tout ce que les Américains l'appellent finishing move, mais c'est plutôt les finitions, les tirs près du cercle, d'accord, les variantes de tirs près du cercle. Il y a tout ce qui est tir, bien sûr, les tirs dans le périmètre. Il y a les tirs par poste de jeu. Il y a les mouvements, donc, dans le poste bas, d'accord. Il y a les mouvements dans le poste intermédiaire. Il y a tous ces mouvements, on appelle ça mid-range, donc vraiment de la zone à 2 points, ce qui est en train de se perdre de nos jours. Aujourd'hui, quand vous regardez la photographie des équipes, soit en NBA ou même en Europe, c'est soit dans la raquette ou soit en dehors de la ligne à 3 points. Mais moi, j'aime quand même le développer. J'avais eu la discussion avec des collègues et c'est vrai que d'apprendre aux joueurs seulement à tirer à 3 points ou d'aller au bout, des fois sur du collectif, sur de la zone, qu'est-ce que je fais lorsque j'élimine mon adversaire et que je m'arrête dans cette zone intermédiaire? Qu'est-ce que je fais? Je dois être quand même capable d'apporter un danger et de tirer. Donc pour moi, c'est vraiment important. Je le travaille aussi. Tout ce qui est au mouvement des passes, donc les passes. Et après, tout ce qui est écran non porteur. Après, moi, j'ai travaillé sur d'autres... il y a d'autres thèmes qui me viennent. Il y a aussi voilà, tout ce qui est autour de la triple menace. Donc sur les réceptions, qu'est-ce que je fais? Donc quand je dis triple menace, je dis surtout la gamme sur les départs en dribble, voilà, qui est pour moi aussi importante. Après, il y a les aspects, bien sûr, que j'affectionne. Quand je dis sur les aspects physiques, je ne suis pas préparateur physique. Et les gens me demandent des fois pourquoi un player development, il ne serait pas aussi préparateur physique, coach mental. J'avais aussi la discussion avec des collègues et je pense que l'argument c'est d'être spécialiste dans son domaine, même si en étant, voilà, avec mon cursus et avec mon parcours d'entraîneur, je sais que le lundi il faut activer ou plutôt faire cette filière plutôt qu'une autre. Ça veut dire que le lundi on ne va pas démarrer en faisant du sprint direct lorsqu'on sort d'un jour de repos, mais on va faire plutôt voilà, quelque chose de lent et de peu intensif, mais de long, voilà, de très très long, donc générer un petit peu, solliciter la filière aérobique. Voilà un petit peu pour ces aspects-là, ces caractéristiques. Donc la première des choses, moi durant le confinement par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de récupérer pas mal d'informations sur tous ces thèmes-là. Alors les informations, je vais vous dire, elles sont très simples, c'est des vidéos. Quand vous allez sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram, vous tapez les noms des coachs individuels aux États-Unis, vous récupérez des vidéos. J'ai regardé beaucoup d'interventions aussi, de colloques, pour comprendre, parce que c'est facile de voir par exemple l'entraîneur de Stephen Curry dribbler avec 2 ballons et envoyer des balles de tennis, mais je pense que l'objectif c'est de savoir pourquoi on le fait. D'accord? Et moi, le but, c'est à chaque fois que j'analyse, je prends des informations, je vois une vidéo, j'essaye de comprendre pourquoi il le fait et de le réadapter moi aussi à ce que je veux transmettre du coup aux joueurs. Donc voilà sur les aspects techniques. Je pense qu'il est important aussi d'avoir une idée quand vous développez un joueur sur le travail individuel,
c'est les caractéristiques sur le poste de jeu. Même si c'est quelque chose, on me dit, voilà, c'est un peu moins marqué de nos jours, mais voilà, il faut avoir des caractéristiques, je pense, sur les postes de jeu. Qu'est-ce que, je vais vous donner, qu'est-ce qu'un meneur de jeu, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique aujourd'hui. Un meneur de jeu doit être capable de tirer extérieur, okay, de finir près du cercle, de prendre la bonne décision, surtout lorsqu'il est sous pression. Voilà, c'est des caractéristiques qui sont vraiment importantes. Donc ça, c'est aussi avoir une photographie sur les postes de jeu. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Pour les grands, qu'est-ce qu'il est important pour un poste 5, par exemple, d'avoir comme caractéristique technique. Alors, moi, j'en ai listé avec des différentes recherches. Avoir 2 mouvements poste bas, 2 mouvements de scoring. Ça veut dire que lorsque je donne la balle au poste bas à ce joueur-là, je sais qu'il est inarrêtable à chaque fois qu'il va scorer. Être capable de, bien sûr, poser les écrans, sur les écrans porteurs, les non-porteurs, tout ce qui est ouverture après, derrière ces écrans-là. Et pour les grands, être capable voilà, aussi de dominer défensivement au niveau du rebond, mais aussi au niveau de la dissuasion. Donc ça aussi, c'est des caractéristiques qu'il faut bien avoir en tête, techniques, pour pouvoir vraiment, je pense, bien travailler. Ce qui est important, surtout pour moi, c'est aussi dans la planification des charges d'entraînement. Moi, quand je fais le travail individuel, alors attention à ce que je dis, voilà, c'est ma manière de fonctionner. Il y a des gens qui doivent avoir une autre manière de fonctionner. Mais moi, j'accorde vraiment, j'ai toujours une phobie, moi, avec la blessure du joueur. Donc je sais que j'ai vraiment pas envie que mon joueur se blesse sur une de mes séances. Que ce soit une entorse, que ce soit voilà, une déchirure, une contracture. C'est des choses que j'aime pas, donc j'essaye vraiment de planifier mes séances dans la semaine. Et ça, comment on le fait? On s'entretient avec le joueur pour savoir déjà dans quel état de forme il arrive. On passe voilà, un coup de fil, on passe un coup de fil sur son coach, s'il vient vraiment de sortir de saison. Avec des fois, il y a des joueurs qui engagent un préparateur physique, on appelle le préparateur physique, mais vraiment savoir dans quel état de forme le joueur est. Et sur la semaine, voilà, d'avoir une planification. Je vais grossir le trait, mais lundi, on va y aller doucement. Mardi, on va pouvoir taper dedans. Mercredi, on explose tout. Le jeudi, on rebaisse. Et vendredi, on remet. Voilà. Ça dépend aussi de la fréquence d'entraînement du joueur. Est-ce que j'ai le joueur, moi, 2 fois dans la semaine? Est-ce que j'ai le joueur 3 fois dans la semaine? Mais je pense qu'il y a des jours clés à cibler. Si vous jouez le samedi, par exemple, ou si vous jouez le dimanche, il y a des jours clés dans la semaine où vraiment vous devez vraiment envoyer pour que vos joueurs soient en forme. Donc ça, c'est au niveau de la planification. Le suivi des joueurs sur la saison. Moi, je regarde, étant donné que je suis rentré, donc je suis en Alsace, j'ai anticipé sur une possible, voilà, sur, ce joueur, je sais que par des informations un peu informelles, du bouche à oreille, je sais que tel et tel joueur sera présent en Alsace, comme d'habitude, sur le mois de juillet, parce que les Alsaciens reviennent tous dans leur terre et qui viennent un petit peu souffler. Donc j'essaye de projeter et de voir comment se passe déjà leur saison. Ah bah tiens, vous trouvez toutes les informations de toute façon, que ce soit pour les joueurs NBA, que ce soit pour les joueurs Euroleague, que ce soit pour les joueurs Jeep Elite. Donc c'est d'essayer de voir aussi, je parle sur les autres niveaux, ah bah un tel a été blessé, est-ce qu'il a eu une pubalgie, est-ce que voilà, d'avoir vraiment des informations sur comment s'est passée la saison. La dernière des choses au niveau des prérequis, ça c'est vraiment pour les joueurs, c'est très rare que ça arrive, mais là je vais avoir l'exemple avec un joueur de Jeep Elite, c'est de se coordonner en fait lorsqu'un joueur met en place un coach individuel, un préparateur physique et un kiné. C'est vraiment de se coordonner lorsqu'ils bossent tous ensemble, c'est de se coordonner pour planifier que ce soit la charge d'entraînement, d'avoir un retour sur les capacités du joueur, qu'est-ce qu'il peut faire, sur de la réathlétisation. Ça, c'est des exemples
qui sont vraiment valables et importants lors de la réathlétisation. Un joueur qui sort de blessure, qu'est-ce qu'il doit faire? On ne l'envoie pas directement faire des changements de direction. Voilà, on adapte vraiment les choses et surtout on se coordonne avec toute la petite équipe pour réaliser un travail le plus précis possible. Est-ce qu'il y a des questions sur ce premier point ou je continue? Alors, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet, mais c'est surtout par quoi commencer. Moi, lorsque j'entraîne quelqu'un, avant de l'entraîner, c'est vraiment la première chose que j'essaye. Donc, je vous avais parlé de la recherche d'informations. C'est que, dans les termes, c'est qu'on réalise une fiche de scouting. Tiens, mon joueur, lister le maximum d'informations que je ai sur mon joueur. C'est quoi son point fort ou ses points forts? J'ai un joueur qui tire vraiment à 3 points. J'ai un joueur qui arrive vraiment près du cercle à bien finir. Par contre, ses points, alors on dit points faibles, mais ce que j'aime, moi, c'est plutôt point ou axe d'amélioration, plutôt que de dire les points faibles. Généralement, non, le joueur, moi, j'ai pas de points faibles, donc on dit vraiment des axes d'amélioration pour que ça passe un peu plus. Les axes d'amélioration, par exemple, ce joueur qui s'est tiré à 3 points et finir près du cercle, il ne peut pas jouer un pick and roll. Parce que sur le tir à 3 points, voilà, il reçoit, c'est que du catch and shoot, il dribble pas. Mais par contre, dès que, voilà, sous pression, ou au niveau de son aisance, au niveau de la dextérité, il n'est pas capable de jouer les pick and roll. Donc, réaliser une fiche de scouting avec l'âge, avec les infos sur la morphologie, sur les points forts, comme je vous l'ai dit, les statistiques, bien sûr. Ceux qui vont plus loin, pour aller plus loin, à haut niveau, alors on peut parler aussi au niveau cognitif, quel œil directeur, est-ce que c'est un œil directeur gauche, est-ce que c'est un œil directeur droit, si vous avez des problèmes aussi physiologiques, est-ce que c'est des gens qui ont des problèmes de mobilité au niveau des chevilles, au niveau de la hanche, ça c'est des choses aussi qui peuvent vous aider, voilà, au niveau de la souplesse, est-ce que mon joueur est plutôt souple, vous allez voir que surtout en termes de mobilité, des fois je parle vraiment pour le tir, il y a des choses qui sont vraiment importante à réaliser pour progresser sur cet axe-là. Donc voilà une photographie, avoir une photographie du joueur, qu'est-ce que je fais, voilà, voici les infos, les points forts, les points faibles, les axes à améliorer. Moi je sais que je fais cette fiche, mais j'échange aussi avec le joueur ou la joueuse. Et tout ce que je fais, c'est quelque chose de très simple, c'est une analyse. Vous connaissez SWOT, je ne sais pas pour ceux qui nous a bassinés avec ça, nous, en formation. Donc c'est une analyse sur les forces et les faiblesses. Et j'envoie en fait cette analyse, j'essaye de rester très bref, mais très simple pour la joueuse ou le joueur, sur ses opportunités. Donc sur les opportunités, j'entends, je vais vous donner un exemple, qu'est-ce qui dans ton jeu est favorable à l'équipe? Par exemple, qu'est-ce qui dans ton jeu voilà, peut faire gagner l'équipe? J'ai un gros pourcentage à tirer à 3 points, ça c'est pas quelque chose peut-être de favorable pour que mon équipe elle soit performante. Parce que si le joueur il travaille individuellement et il travaille sur sa compétence, au niveau de la performance, quand il revient en club, il ne faut pas oublier que la performance elle est aussi collective et c'est de performer aussi collectivement et les deux sont vraiment liés. Donc voilà pourquoi au niveau des opportunités, c'est une question qui, moi, revient souvent. Au niveau des forces, quels sont tes points forts? Qu'est-ce que tu estimes voilà, quels sont tes points forts? 1, 2, 3 points forts. Quels sont les points forts dans ton jeu sur lesquels tu veux continuer à t'appuyer? Voilà. Au niveau des faiblesses, donc quels sont tes axes de progression? Moi, je ne sais pas jouer sur le pick and roll. Moi, j'ai du mal quand je suis près du panier à finir main gauche. Voilà, il y a pas mal d'exemples. Et les menaces. Les menaces, alors plutôt des éléments externes. Par exemple, sur le système de jeu, comme on avait dit qu'on était je donne l'exemple d'un shooter à 3 points, et qu'on a des cascades d'écran dans ce système des jeux, un coach qui affectionne plutôt ça, mais c'est jamais la joueuse ou le joueur qui est à droite qui se retrouve dans ces sorties d'écran. Donc là, c'est pas dû à la joueuse, c'est dû à un élément externe de la joueuse. Donc voilà au niveau des menaces. Au niveau du style aussi du coach. Avec moi, non. Par exemple,
lorsque j'ai un joueur, c'est plutôt rare maintenant, mais les joueurs qui sont à droite dans la zone à 2 points. Et bien ces joueurs à 2 points, les philosophies, les tendances changent aujourd'hui. Et aujourd'hui, les coachs, c'est, pour resserrer le trait, tu tires à 3 points ou dans la raquette, c'est tout ce que je veux. Ben, le joueur qui excelle sur son 2 points, qu'est-ce qu'il fait? Donc ça, c'est des éléments qu'il ne peut pas contrôler. Je les place dans les menaces. Donc le but de tout ça, sur cette analyse, c'est tout lister. Le joueur ou la joueuse fait vraiment un brainstorming, me liste tout. Tac, donc des fois par mail ou par discussion, je note, tac, 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 ça ne s'arrête plus des fois. Et le but, c'est de dégager 3 points clés. Alors moi, je sais que je le fais aussi. Il y a des coachs qui jouent le jeu, il y en a qui un peu moins, mais je sais que je demande aussi la même chose aux coachs sur des niveaux, quand je développe des joueuses, sur des niveaux professionnels. Alors il y a des coachs qui me disent, bah, tu vois directement avec le joueur, ouais, pas de souci. Et il y a vraiment des coachs qui jouent vraiment le jeu. Ah bah ouais, tu vois, là, moi j'aimerais bien plutôt qu'elle travaille ça, parce que dans mon système, enfin bref, on a perdu un match, je me souviens, elle avait la dernière possession, tac, ça c'est des choses qui arrivent. Donc moi je fais aussi avec le coach, et du coup on a et je le dis, je suis transparent dans ma communication, je dis à la joueuse, ben, je vais appeler ton coach, et je dis au coach, eh ben, la joueuse sera au courant, et comme ça me permet aussi de regrouper et de croiser des informations, et d'être vraiment le plus précis possible. Pour ça, je fais tout ça, j'ai un maximum d'informations et j'essaye de lister les points qui sont récurrents, qui reviennent et ce qui me semble vraiment important pour la joueuse après l'échange ou le joueur. Et l'objectif, c'est de lister, enfin de développer, de mettre en place une stratégie sur le travail en fait qu'on va réaliser. Ah ben voilà, on a vu qu'il y avait 3 points qui étaient importants, donc on va peut-être travailler sur 2 axes de performance et un axe de progression. Voilà un petit peu comment j'organise les choses. Toujours pas de questions? Je continue? Je vais vraiment, donc une fois que j'ai toute cette stratégie, moi après, qu'est-ce que je fais, comment je procède, et surtout, pour moi, un entraînement individuel, qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai rien inventé, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait aussi des choses que j'ai faites, qu'on m'a apprises en tant que joueur, mais durant le confinement, j'ai vraiment cherché ce que les entraîneurs vraiment spécialisés dans ce métier-là pouvaient faire, comme Yassine Awadi qui est au CSP Limoges, Joe Gomis qui est à Lasvel, et surtout aux États-Unis en suivant quelques cliniques. Et on se rend compte qu'il y a pas mal quand même de choses qui reviennent. Pour déjà donner un petit détail, pour moi une séance individuelle c'est 1 heure max. Pour moi une séance individuelle c'est 1 heure max avec le joueur, parce qu'il y a des fois beaucoup d'informations, beaucoup de dépenses d'énergie, de concentration, un effort de concentration, et je pense que de dépasser cette heure-là, on perd en qualité dans le travail, parce que le joueur est fatigué, le joueur est plus concentré. Par contre, c'est vraiment 1 heure, moi je préviens, hein, les joueurs, c'est vraiment 1 heure où on est focus, où on est concentré, et on se donne à fond. Ça, c'est hyper important. Voilà, pour moi, 1 heure, 1h45. La première étape, pour moi, sur une séance de travail individuel, c'est déjà de déterminer qu'est-ce qu'on va travailler. On a les axes, comme je vous l'avais dit, on a les axes de progression et on a les axes de performance. Donc voilà, j'ai un joueur qui s'étire à 3 points, performance, j'ai un joueur qui n'est pas trop à l'aise dans le pick and roll, progression. La deuxième étape, c'est d'associer 3 thèmes. Okay, quand je vais dire les 3 thèmes, c'est les fondamentaux, tout ce qui est travail spécifique et l'opposition. Donc là, j'ai 3 thèmes, et moi, sur ma séance, j'essaye d'associer 2 de ces 3 thèmes. Donc par exemple, ce que je fais très régulièrement, comment je commence mes séances, moi j'ouvre beaucoup mes séances sur du travail de fondamentaux individuels. Comme je vous ai dit avant, on revient sur les caractéristiques techniques. Moi ce que
j'affectionne, peut-être parce que j'étais un joueur qui évolue à la main, voilà, sur les postes arrière. Moi, c'est tout le travail de dextérité. Donc moi, j'ouvre mes séances de travail individuel avec beaucoup de travail de dextérité avec ballon, avec deux ballons, parce que pour moi, on peut travailler les appuis, on échauffe vraiment le haut du corps, la concentration. Donc ça, c'est quelque chose que j'affectionne plus personnellement, tout simplement. Et après, je fais beaucoup aussi de travail spécifique. Donc en échauffement, on fait un bloc de travail sur de la dextérité, et après sur du travail spécifique. Le travail spécifique, si on a un joueur justement qui a comme axe de performance le tir à 3 points, on va peut-être travailler autour des écrans non porteurs, sur des attrapés tirés, sur le tir à 3 points. Voilà ce que je peux donner comme détail. Si on a des axes de progression, avec un joueur toujours qui n'est pas trop à l'aise sur le pick and roll, eh ben on va travailler autour de l'écran porteur, à savoir au niveau de la dextérité, comment attaquer l'écran en fonction des choix défensifs. Et là, on imagine vraiment des choses. Pour moi, donc vous avez déjà ces deux étapes. Moi, c'est ma façon d'organiser mes séances. Au niveau de l'opposition, j'en fais, alors là, on est vraiment au début juillet, donc je n'ai pas encore la tête. Je ne fais pas beaucoup d'opposition parce qu'on est début juillet, et surtout avec la période de confinement. Moi, j'aime pas trop rentrer dans l'opposition avant 1 à 2 semaines. J'aime bien attendre, répéter que ce soit des courses, mais du travail vraiment sans opposition. C'est seulement dans la 2e semaine que je rentre vraiment dans l'opposition, donc peut-être qu'en du 1 contre 1 sur le kick and roll, ou alors sur le travail aussi, comme je vous l'ai dit, d'écran non porteur, mettre un défenseur, gêner, voilà, ça, ou alors sur les finitions près du cercle. Voilà, on a différents types de matériel, le bouclier, le Swiss ball. Donc vraiment mettre de l'opposition, ça c'est quelque chose que je fais un peu plus tard. Mais vous pouvez aussi, voilà, moi je trouve c'est hyper important parce qu'il faut toujours, je pense, quand vous travaillez à vide et que vous travaillez individuellement avec un joueur, il faut permettre de le contextualiser. Et il n'y a rien de mieux de le contextualiser que de le remettre dans du jeu. Parce que tout ce que vous faites, ça ne doit pas être sur du 2 contre 2 ou du 3 contre 3, ça va vraiment prendre du sens dans le 5 contre 5. Donc ça, c'est toujours aussi quelque chose que j'ai dans la tête lorsque je construis les séances. D'où tout ce travail en amont avec l'échange du joueur, mais aussi du coach pour savoir où ça va aller. Pour moi, je détecte 3 catégories de joueurs pour ce travail. Il y a tous ces jeunes joueurs. Alors moi, je suis vraiment dans la catégorie, alors je les appelle les U18 et les espoirs. Il y a les joueurs d'un niveau, si je peux me permettre, intermédiaire, les joueurs pros, mais qui débutent leur carrière. Et après, il y a vraiment tous ces joueurs experts qui ont plusieurs années de pro ou alors des sélections en équipe nationale. En fonction de ces catégories-là, on va dire que bien sûr, il y a des joueurs, les très jeunes, par exemple les 18 et les espoirs, n'auront pas encore d'axe de performance. C'est très très rare, même si on voit que ce soit un benjamin, un minime. Donc vraiment travailler plus sur les axes de progression, les axes de développement, sur la première catégorie. Et pour les joueurs pros, début de carrière, les joueurs experts, et ben vraiment à chaque fois développer une stratégie à partir de 1 ou 2 axes de performance et un axe de progression. Alors moi, ce que j'affectionne, donc je vous ai dit 1 heure de séance, j'aime aussi terminer par du tir. Je fais mes séances d'1 heure, des fois de 45 minutes, mais j'aime bien sur les fins de séance aussi vraiment faire du tir, mais vraiment à vide, correction gestuelle, mais vraiment sur de la répétition. Voilà, pour moi, c'est mon petit retour en calme, vraiment sur ma séance. Donc on active au début, dans le corps de séance, on rentre vraiment dedans, et après on redescend sur vraiment du tir, que ce soit sur du lancer franc, ou alors sur des situations vraiment de spot-up, donc à l'arrêt, du catch and shoot,
Ça, c'est des choses que j'affectionne vraiment pour travailler aussi. L'argument, c'est de travailler sous fatigue au niveau du tir. Donc ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Toujours pas de questions? Alors, tout ce que je fais au niveau du travail, ce qui est hyper important, si vous ne le faites pas, c'est que vous passez quand même une grande partie, c'est que c'est au niveau de l'évaluation. C'est savoir qu'est-ce que je fais, est-ce que le joueur il va se demander au bout d'une semaine de travail, de 2 semaines de travail, d'1 mois en club avec son coach, ah ouais, mais est-ce que j'ai progressé sur le tir à 3 points? Est-ce que j'ai progressé sur le pick and roll? Donc comment on peut l'évaluer tout ça? Ça c'est vraiment important. Donc la première des choses, moi ce que je fais au niveau des drills, quand je parle au niveau des exercices que je fais, j'ai toujours des contrats. Que ce soit beaucoup sur la dextérité, sur la vitesse de bras, réaliser, j'ai des petits drills qui durent 30 secondes, des drills qui durent 1 minute, voilà, donc j'ai un temps et j'ai toujours un contrat à faire avec des contrats, j'ai rien inventé, mais avec des références sur des joueurs de très très haut niveau. Les exercices que j'arrive à prendre, j'arrive à avoir des références sur des joueurs vraiment NBA, et puis plus je vais travailler avec des joueurs, plus j'aurai aussi ma base de données en fonction d'un certain niveau. Là j'avais fait de la National 2, des fois quand je passe à un joueur comme Westerman qui est Euroleague, c'est pas du tout les mêmes contrats, c'est pas du tout les mêmes standards. Donc pour moi l'important c'est vraiment d'évaluer, et la première des choses, donc moi j'utilise des contrats, est-ce qu'il arrive à le respecter ou pas, est-ce que voilà, et de faire un suivi au niveau de l'évaluation, 2 mois après il a gagné 3 changements de main en plus sur le même temps, donc vous avez déjà une visibilité sur l'évaluation du joueur. Ce que je fais, ce qui n'est pas facile, alors si, maintenant avec ça c'est facile, c'est que je filme. Donc moi j'ai investi dans un stabilisateur, donc je mets mon iPhone et j'essaye qu'il y ait quelqu'un qui filme. Parce que moi j'ai tout testé, et c'est vrai que l'année dernière, quand je filmais en même temps et que je disais ah bah non, le geste c'est pas facile. Mais si vous avez une personne, des fois un joueur qui est en repos, pour filmer vraiment lorsque le joueur est en train de réaliser un drill, pour moi c'est un excellent outil d'évaluation, parce que vous pouvez déjà donner un feedback, donc un retour directement sur la séance. Ah bah tiens, on va voir sur ta mécanique de shoot que ton coude il est comme ça lorsque tu tires, et on avait dit qu'il faut placer le coude, voilà, donc c'est sur ces repères là. Là on peut directement donner l'info, ah bah non coach, j'ai pas le coude comme ça, j'ai le coude comme ça. Ah si, bah regarde, tac, voilà, t'as le coude comme ça, ah bah ouais c'est vrai, donc il y a déjà ce premier. Et moi aussi, ce que j'aime c'est les regarder au calme, le soir, après la séance, bien au calme, que ce soit sur la dextérité, parce que des fois il y a des choses qui nous échappent. Sur la dextérité, alors pour moi les grands principes quand je fais mes drills, c'est d'avoir une base d'appui solide, okay, d'avoir vraiment le buste vraiment bien droit, et surtout d'être capable de regarder. Et des fois, on fait le drill et on est obligé de compter, mais on voit que le joueur est déjà en train de tomber vers l'avant, ou alors tout est bien respecté, mais par contre il regarde son ballon. Donc il est là, mais il regarde son ballon. Donc des fois de revenir voilà, sur les choses, ah ben là, hier, un tel a dribblé, il avait les yeux en bas, donc voilà, sur ces axes de progression, il y a peut-être, enfin sur cette évaluation, il y a peut-être des choses récurrentes, mais moi je vous conseille vraiment, si vous avez l'occasion de filmer quelques entraînements dans la semaine, pas sur tout l'entraînement, mais sur des choses bien spécifiques, sur un demi-terrain, lorsque vous faites un échauffement, voilà, pas de balayer tout le terrain, mais vraiment de filmer quelque chose vraiment de très précis, un drill, c'est top pour voilà, être capable d'évaluer votre travail. Après, là, au niveau de l'évaluation aussi, il y a tout ce qui est grille de tir. Quand vous faites du tir, donc c'est les grilles de tir par spot. Alors,
grille de tir pour intérieur, grille de tir pour extérieur. Les grilles ne sont pas les mêmes. Les tirs intérieurs, les joueurs intérieurs, on aura des grilles de tir, enfin on aura des spots de tir plutôt dans la raquette, d'accord. Les grilles de tir extérieures, on aura des choses vraiment en dehors, même si, attention, je reviens sur les caractéristiques des postes de jeu parce que c'est hyper important. Aujourd'hui, en intérieur, il est capable de tirer en dehors de la raquette, il est capable, voilà, même on demande à l'intérieur sous pression de sortir sur un ou deux dribbles. Donc il y a des choses quand même qui sont assez transversales dans les caractéristiques des joueurs. Donc voilà, notre outil d'évaluation, pour moi la grille de tir, elle est vraiment efficace. Voilà un petit peu pour le corps de la séance. Donc, et après la séance, moi comment j'évalue. Ce qui marche beaucoup, enfin ce que moi j'affectionne aussi, c'est d'avoir directement le retour du joueur. Moi j'échange beaucoup avec les joueurs de haut niveau, mais aussi les joueurs que j'avais, voilà, j'échange beaucoup avec eux parce que moi, voilà, sur leur ressenti, ah bah pourquoi t'arrives pas à faire ci, pourquoi t'arrives pas à faire ça. Des fois, avant de s'énerver, il y a peut-être un problème, le joueur il n'y arrive pas, mais normalement un joueur ne fait pas exprès de faire mal quelque chose, de louper, donc il y a souvent une raison derrière tout ça. Donc l'échange pour moi c'est hyper important. Et puis je crois que j'ai fait le tour pour la question, en tout cas de l'entraînement individuel, de comment je base mes séances. Donc ça exige de filmer. Moi j'ai engagé quelqu'un, j'ai un jeune qui me suit moi sur mes séances individuelles depuis pas longtemps et je remarque que je peux vraiment me concentrer sur mon travail. Donc c'est les gens qui ont un assistant en club, utilisez-le voilà, ponctuellement sur des missions comme ça, et je pense que vraiment ça va vous apporter pas mal de choses. Voilà, sur le filmer, sur le suivi des grilles de tir, ça c'est quelque chose, vraiment des axes pour pouvoir évaluer et justement progresser, qui sont très faciles à mettre en place. Alors tout ça c'est bien beau, comme je l'ai dit dans la présentation, donc avoir sa ligne de mire, avoir son idée, tout ça c'est bien beau, mais le cœur du métier d'entraîneur c'est tout le temps de s'adapter. Moi j'ai commencé à travailler avec des joueurs professionnels l'année dernière et je découvre déjà quand vous faites du travail individuel. Moi je pense que c'est une donnée qui est hyper importante aujourd'hui parce que tout le monde aime déjà qu'on s'occupe un peu de lui en étant tout seul. Et surtout dans le basket féminin, moi je savais que les joueuses elles adoraient lorsqu'il y avait du travail individuel, le coach restait juste pour la joueuse, pendant une demi-heure, elle était aux petits soins, on lui passait la balle, voilà, c'est des choses qui se développent de plus en plus parce que je pense qu'on est dans une société aussi qui s'individualise de plus en plus et les gens, voilà, on est dans un sport collectif, mais qui n'est pas trop collectif non plus, parce qu'on est beaucoup centré, voilà, statistiques individuelles, mais voilà pourquoi aussi le développement individuel du joueur, voilà, et commence à être à la mode, en tout cas en France. Pour revenir à ce que je disais, c'est pas encore dans les esprits de tout le monde. Parce que tout simplement, il y a des joueurs déjà qui ne veulent pas s'investir quand c'est les vacances. C'est vraiment les vacances. Moi, je parle vraiment de la off-season. Donc des vacances, pourquoi j'irais travailler sur un... C'est bon, j'ai fait 36 000 déplacements, j'ai fait une saison, même pour les joueurs qui ne sont pas professionnels. Vous avez peut-être des joueurs qui peuvent passer un palier, mais pourquoi je vais m'entraîner l'été? C'est bon, c'est les vacances, je vais prendre une bière, je vais prendre ci, je vais prendre ça. Et du coup, au niveau de la motivation, c'est quelque chose qui est aussi difficile à mettre en place et qui n'est pas forcément dans les mœurs. La disponibilité, parce que lorsque les joueurs, je parle pour le public professionnel, pendant les vacances, je parle la période estivale, moi j'ai rarement des joueurs qui sont présents sur 3 semaines, sur un bloc de 3 semaines. Donc qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un joueur vient pendant 2 jours, ça m'arrive, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un joueur
voilà, il est présent 2 jours. Ah, tu sais, là, il a ses vacances, il n'a pas prévu, mais je veux m'entraîner 2 jours. Après, je pars à Paris, je vais m'entraîner aussi 2 jours à Paris. Je reviens, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, comme je le disais, essayer de passer un coup de fil et de se synchroniser avec celui qui travaille, d'accord? Ou sinon, vraiment dans l'échange du joueur, qu'est-ce que tu as fait? Dans quel état de forme tu es? Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Est-ce que tu n'as rien fait du tout? Donc on essaye de remettre un petit peu la machine en route. Il y a des gens, moi qui me sollicitent, qui ont déjà réservé depuis 3 mois les 2 semaines de juillet. Il y en a qui m'appellent à minuit 30 pour une séance le lendemain. Donc j'ai un peu de tout. Moi je fais pas ça, je pourrais dire, mais l'idée de m'adapter, de me mettre en danger en tant qu'entraîneur, si on fait soit des fois ce métier-là, si on exerce cette passion-là, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, et moi quelque chose que j'affectionne particulièrement, même si ça ne fait pas toujours plaisir, mais le terme de s'adapter, voilà, c'est toujours intéressant, et il faut avoir les clés vraiment pour s'adapter. Moi, j'ai pas d'autre chose à rajouter. Je ne sais pas si j'ai été clair, de vous donner une vision un petit peu d'ensemble. Moi, sur les caractéristiques, c'est des choses que je n'ai pas inventées. On aurait pu aller plus loin, notamment dans les caractéristiques. Par exemple, ça arrive aussi sur des clubs vraiment de très haut niveau, lorsqu'il y a un joueur qui n'arrive pas, qui est en problématique. Je vous ai dit au début, il y a peut-être des notions cognitives. C'est quelque chose qui commence à émerger aussi beaucoup. Vous prenez l'exemple par exemple du joueur Axel Bouteille, qui était passé à Limoges, qui a travaillé avec son player development, Yacine, qui disait que lorsqu'il était à Limoges, enfin avant, quand il arrivait à Limoges, il n'arrivait pas à mettre un tir à 3 points, et c'était pas une question de gestuelle, c'est pas une question d'appui, c'est pas une question de mobilité, mais c'était juste un souci au niveau de l'œil directeur. Parce qu'il avait un œil directeur différent des droitiers, donc du coup il fallait juste ramener en fait le ballon dans un certain axe pour qu'il soit capable vraiment, sport d'adresse, de viser. Et le problème a été détecté, moi mais directement les statistiques, voilà, l'évaluation, on parlait, donc ça il faut vraiment être sensible, mais il ne faut pas tomber aussi dedans. Ce qui est à la mode aussi, pour ça, c'est les caractéristiques, on va dire, motrices, on va dire les préférences motrices. Vous savez que, par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple, mais pour les, je ne sais pas si ça vous parle, marche par le haut, marche par le bas, pour des joueurs, par exemple, qui ont une vision par le bas, ils vont être en difficulté sur des passes qui sont en l'air, et inversement. Des joueurs qui sont vision par le haut, ils vont être incapables de rattraper des passes à terre. Donc des fois, il y a ces problématiques aussi motrices, d'accord, qu'il faut prendre en compte. C'est aussi quelque chose qui tend à se développer aujourd'hui, mais c'est à édulcorer, je pense. Il ne faut pas dire qu'un tel, parce qu'il ne peut pas rattraper des ballons en haut, on lui fait que des passes en haut. Donc axe de progression, axe de performance aussi, à vous de juger. Voilà un petit peu pour les tendances. Qu'est-ce que je peux rajouter? C'est tout pour moi. Je ne sais pas si Manu, tu as des questions, toi aussi. Là, j'ai réussi à tenir combien de temps? Ok. Dites-moi. Et si j'en ai une, moi, je vais commencer peut-être. Tu sais, sur les grilles de tir dont tu parlais par poste, en fait, pour dire des intérieurs plutôt du cercle, etc., tout en apportant la nuance de l'évolution des postes. Est-ce que ça t'arrive, je pense que oui quand même, mais de dire, tu sais qu'un intérieur n'est pas comme un autre, en fait, quand tu travailles avec 2 personnes, tu sais que lui, il aime bien être face au cercle, dans l'axe, ou lui plutôt au panier ici, ou ce genre de choses. Au-delà des postes, en fait, je veux dire plutôt les caractéristiques propres de chaque joueur. Du coup, tu as des tirs, tu l'as fait. Moi, je fais une grille de tir générale.
Je fais vraiment une grille de tir générale pour l'évaluation du. J'essaye de remplir. J'aime bien travailler moi sur 7 spots, balayer sur 7 spots ou sur 5 spots. D'accord. Donc sur les deux spots à 0, les deux à 45 et le spot du milieu. Mais on peut aussi rajouter, donc sur les 7, c'est juste rajouter un spot intermédiaire entre 0 et 45, c'est vraiment un spot intermédiaire. Donc moi je travaille sur les 7 spots. Après, ça c'est dans tout ce que je vais apporter dans le joueur quand le perfectionnement vraiment par rapport à son profil, et ben là c'est sur les drills. Par exemple, on a dans la semaine, parce que là aussi j'articule, tu vois, sur la fin de semaine, au niveau de ma charge d'entraînement, je vais parler, quand quelqu'un doit jouer, je sais que l'opposition il va l'avoir dans un club, donc sur la fin de semaine je vais plutôt tendre sur des entraînements un peu moins chargés et du coup peut-être sur un thème de tir extérieur. Et là dans le tir extérieur, eh ben, on peut justement, tu vois, comme tu dis, affiner et spécialiser par rapport au profil du joueur. Soit tu fais tout simplement aussi tu peux faire une grille de tir, bah, tu fais sur un spot vraiment son jardin, ou alors sur des situations spécifiques. Tu vois, pour un intérieur, des situations de short roll, donc voilà, poser l'écran, rouler, tu vois, et attraper dans des zones spécifiques où là vraiment il est à l'aise. Donc voilà, moi j'ai plutôt l'habitude de fonctionner sur les grilles de tir générales et après plutôt de faire du spécifique, mais après d'évaluer. Du coup, toujours l'importance d'évaluer sur le spécifique, voilà, les pourcentages. Avec un tableau, voilà, tu dois marquer 10 tirs, combien de tirs tu mets pour mettre les 10, hop, pourcentage. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des petits tableaux dans vos clubs, ça coûte quoi, 50 euros, 50, 60 euros, donc lorsqu'on fait voilà, du tir, essayez toujours, voilà, ça c'est hyper important, de compter pour pouvoir évaluer. Voilà, on part sur 10 tirs marqués, combien de tirs tu mets? Hop, pourcentage, un petit tableau, vous avez une grille et vous avez un suivi du joueur. Parce que dans les... Voilà, après j'ai peut-être balayé que ce qui se faisait en saison, enfin hors saison, sur un certain niveau. Est-ce que j'ai répondu à ces problématiques? Je pense qu'il y a des choses vraiment qui sont transférables, que ce soit à tous les niveaux. Comme je l'ai dit, sur le travail individuel, voilà, j'arrive à l'entraînement, enfin j'ai le SMS, mince, j'en ai que 4. J'ai 3 meneurs et un arrière, je ne peux plus faire de position, qu'est-ce que je fais? Donc pas grave, on peut toujours travailler, on peut toujours s'adapter. Donc voilà. Tout bon? Peut-être une question. Justement, tu voudrais un petit peu par rapport à le fait que... Si vous voulez juste parler assez fort, sinon les autres vont pas suivre la question. Non, mais justement, c'était là on a vu par rapport à un travail estival, et comment est-ce qu'on peut transposer finalement à l'échelle d'un club où nous, par définition, on n'aura pas forcément de joueurs l'été, et où en termes de créneau, ce sera moins... Sur la saison, tu veux le... ça dépend déjà, pour répondre à la question, c'est combien de temps vous vous entraînez, combien de créneaux. Est-ce qu'on s'entraîne 2 fois? Est-ce qu'on a le luxe de s'entraîner 3 fois? Est-ce qu'on s'entraîne 2 fois? Si on a des créneaux de 2 heures, royal. Si on a des créneaux d'1 heure et demie, comment on organise? Là, chaque minute compte. Donc, il y a peut-être des choses à faire, beaucoup en ouverture. Tu vois, quand je revenais déjà dans ton corps de séance, je pense, voilà, parce que tu as un match à préparer le week-end, mais ça dépend au niveau de ta planification, de ta philosophie. J'ai une équipe plutôt de jeunes, donc ok pour le 5 contre 5, mais je vais peut-être dans ma planification de la semaine, sur mes 2 créneaux, il y a peut-être une demi-heure que je bloque pour du travail individuel. Donc comment après je mets dans ma séance moi de coach? Est-ce que je fais du travail individuel à l'échauffement, plutôt au début, donc ça veut dire que j'ai 30 minutes. Est-ce que je fais 15 minutes, les petits, on fait vraiment de la dextérité?
Et avec les grands, on fait vraiment tout ce qui est mouvement de haut panier. Et après, j'échange. Sur les autres 15 minutes, il y a pas mal de petites possibilités. Je pense notamment aussi sur des équipes seniors, sur de l'autonomie. Voilà, en ouverture de séance. Vous avez une grille de tir. Moi, je fais du spécifique, du travail individuel avec mes petits, avec les arrières, avec les meneurs. Et puis après, on échange. 15 minutes comme si, tout une demi-heure. Voilà, ça c'est une solution déjà pour, je pense, adapter le travail. Mais c'est vraiment déjà, voilà, le planifier, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon équipe. Est-ce que j'ai 3-4 joueurs à développer? Combien de temps je le prends? Est-ce que j'ai une pression du résultat? Est-ce que si je perds tous mes matchs, je descends? Peut-être moins mettre de travail individuel, voilà, édulcorer. Est-ce que je descends pas, j'ai que voilà, des jeunes joueurs? Voilà, le travail individuel, voilà, développer des gens, ça doit être une priorité, que ce soit sur des postes. Alors quand on est jeune, ce que j'aime bien, c'est peut-être pas directement aussi mettre dans une case un joueur. Ça, c'est aussi des fois l'erreur qu'on a l'habitude de faire. Parce que nous, par exemple, sur les centres de formation, quand on évalue, on fait une fiche de scouting, on évalue les gens, on essaye de trouver un petit peu le joueur à associer au niveau professionnel. Ah bah le poste 5, là, je la verrais bien près du cercle, bon mouvement au sol, le tir crochet, ça ressemble un peu à Tim Duncan. Boum, tac tac, Tim Duncan. Mais finalement, on se rend compte que c'est pas du tout. Donc, essayez de pas trop se tromper, et surtout en jeune, de faire qu'un joueur en minime ou voilà, qui est un peu plus grand que les autres. Il n'est pas interdit de faire de la dextérité, il n'est pas interdit de jouer plus tard, minime si c'est bien maîtrisé, de jouer autour des écrans, de ne pas essayer de caser les gens vraiment dans une catégorie, quoi. Je pense que vous allez... Enfin, moi, je sais que c'est des choses qui attirent les gens, qui attirent les jeunes. Comme je vous l'ai dit, on revient toujours... les gens aiment bien qu'on s'occupe d'eux individuellement. Et quand je vais dans un club, que ce soit National 2, que ce soit Préal, que ce soit de la région, que ce soit de la département, si vous avez des joueurs, ça dépend quel public vous avez, mais si vous avez plutôt un public jeune, des joueurs cadets, c'est des joueurs quand même qui vont être, je pense, sensibles à ce genre de choses. Ah bah tiens, on s'occupe un peu de moi, on me développe, c'est quoi le projet du club? Voilà, je suis un club intermédiaire, j'ai un joueur qui doit se développer, mais je sais que je ne vais pas pouvoir le garder. Et le deal, c'est voilà, tu viens chez nous, on va te faire travailler, après il n'y a aucun souci pour te libérer, tu nous remercieras, voilà. Donc c'est des choses, même dans les stratégies de recrutement, qui interviennent. Si tu viens chez moi, moi je suis un coach où je développe mes joueurs, je développe mes jeunes, donc il y a du travail individuel, donc tu vas pouvoir progresser, et puis vraiment si le niveau il est trop bas pour toi, il n'y a aucun souci, pour que tu partes. Donc il y a vraiment de ces choses-là aussi à envisager et qui font mouche. Vous voyez beaucoup à Gris, à Oberhofen, en Pro B, c'est un petit peu la philosophie du club. C'est tu viens, on n'a pas trop, on a des moyens limités, mais les jeunes, vous venez chez nous, vous travaillez dur, on vous développe. Si vous explosez, c'est le deal, on se serre la main et vous partez, c'est exactement ça. Parce que faut trouver, être un peu plus malin, on n'a pas trop de moyens, et trouver des choses. Vous voyez maintenant en Jeep Elite, beaucoup le font, c'est Limoges. Limoges qui le fait, l'Asvel qui le fait, mais je mets Asvel dans une autre catégorie parce que pour moi c'est l'ogre, mais Limoges avec des moyens, a compris que pour attirer des jeunes joueurs, des jeunes potentiels, on les attire dans notre structure, on les développe, et puis après, on les libère. Donc c'est quelque chose aussi qui peut donner du sens, je pense, à tous les niveaux. Si vous êtes un club ambitieux de région, que ce soit en départ aussi, on recrute des jeunes, on a une base d'anciens, de jeunes. Pour les jeunes, il y aura du travail individuel. Si vous êtes royal au niveau des créneaux, peut-être rajouter une demi-heure à la fin, justement pour ces joueurs, les faire développer, et puis voilà.
J'ai répondu. Oui, on parle des heures. Ouais. Est-ce que c'est tout bon? Merci beaucoup. J'espère que j'ai été clair. Enfin, je pense que vous allez pouvoir récupérer mon mail. Donc, si vous avez des questions durant la saison, vous n'hésitez pas. Il n'y a aucun souci pour que je puisse y répondre. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. J'espère que j'ai été clair, que j'ai bien parlé pour la caméra, on m'entendra bien. Et voilà, bonne saison 2020-2021. On espère qu'elle va redémarrer correctement. Et puis voilà, merci à vous. Merci. C'est bon.